Un balado Radio-Canada audio. Salut, ici Alexis Delancer et bienvenue à Ça s'explique. Le mois dernier, Santé Canada a donné son feu vert à l'utilisation par les médecins de drogues psychédéliques pour le traitement d'urgence de certains patients. On vous en avait d'ailleurs parlé dans notre épisode numéro 662. Alors, si Ottawa reconnaît les bienfaits thérapeutiques potentiels de ces substances-là, le gouvernement en permet la consommation uniquement dans le cadre d'un programme spécial et de quelques exemptions. Sinon, c'est illégal d'en consommer, point à la ligne. Mais en marge de cette interdiction, sur le web, de plus en plus de Canadiens se procurent des microdoses de champignons magiques qu'ils intègrent ensuite à leur routine de vie comme si de rien n'était. Un marché illicite, en plein essor, auquel un de mes collègues s'est intéressé de près. Notre question, comment fonctionne le commerce illégal de champignons magiques en microdosage au Canada? Notre invité, Axel Tardieu, vidéojournaliste pour Radio-Canada à Calgary. Et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. Axel Tardieu, bonjour. Bonjour. Alors, un sujet un peu hors norme qu'on aborde ensemble aujourd'hui, mais la première question qui me vient à l'esprit, comment tu as eu l'idée de t'intéresser à ce commerce en particulier? Bien écoute Alexis, j'ai regardé un peu autour de moi, j'ai senti qu'il y avait une sorte de tendance qui était en train de grandir autour de mes amis de mes amis. Les gens en prenaient et puis je commençais à m'interroger, mais pourquoi vous prenez ça? Combien ça coûte? Et une petite capsule, ça coûte entre 2 et 3 $. Au final, sur un mois, ça fait à peu près 60 $, 700 $ par an. Donc c'est quand même une certaine somme si on le voit à l'année. Et je me suis dit, bon ok, mais est-ce que ça fonctionne ça? J'ai regardé sur Internet, j'ai vu que les médias en parlaient beaucoup, de plus en plus en 2018. En 2020, il y avait des articles du New York Times et du magazine Forbes qui parlaient du microdosage de psilocybine ou de LSD. Et j'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de boutiques en ligne qui étaient basées au Canada, qui vendaient du microdosage, des petites capsules aux Canadiens. Alors du coup, j'ai voulu enquêter. Oui, pour savoir, entre autres, quelle est l'ampleur de ce commerce illicite de microdoses de psilocybine, qui est l'ingrédient actif des champignons magiques. Est-ce que tout ça est quantifié? Est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques qui existent? Non, pour l'instant, c'est très difficile, Alexis, de savoir l'ampleur de cette tendance. Par définition, ce qui est illégal est quand même compliqué à quantifier. C'est clair que c'est moins important que la prise de cocaïne, par exemple. Mais déjà, quand même, on peut observer certains signes qui pourraient nous aider à quantifier et à comprendre un peu plus l'engouement pour le microdosage. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de discussions sur le sujet. Il y a des groupes et les discussions sont assez vives. Il y a aussi un site de référence pour en parler ou s'informer, c'est la plateforme Reddit. Le nombre d'abonnés de la discussion qui est sur le microdosage a été multiplié par 7 en 4 ans. Et j'ai aussi parlé à des scientifiques, des chercheurs qui sont basés au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Tous me disent qu'il y a un vrai engouement dans la communauté scientifique pour faire des études sur les psychédéliques, notamment sur le microdosage, qui est vu par certains comme un possible traitement pour des maladies psychiatriques ou des problèmes de santé mentale. Et concernant les Canadiens, le Canada, il semblerait que ce soit de plus en plus un sujet qui intéresse les Canadiens. Par exemple, sur le moteur de recherche Google Canada, les recherches avec les mots-clés microdosing et shrooms, qui est le petit nom en anglais des champignons magiques, eh bien, ces recherches sur Google Canada ont doublé en seulement
1 an. Alors, je suis allé voir la police. C'est difficile d'avoir des chiffres qui prouvent cette tendance, mais j'ai réussi à obtenir des chiffres du service d'analyse des drogues de Santé Canada. Alors, eux, ils ont des laboratoires qui analysent les drogues que la police leur envoie partout au pays. Et le nombre d'échantillons analysés contenant de la psilocybine a été multiplié par 2 en 5 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Et les provinces d'où ces substances venaient, c'était surtout l'Ontario, le Québec et puis l'Alberta. When I wake up in the morning with my cup of coffee, I take my microdose pill. Monday to Friday, I take it in the morning, and it gives me energy, focus, gives me problem-solving abilities that I never had before. It just really gives me a better look at the future, because I was always living in the past, and they've really made my brain change patterns of thinking that really help look at the hope of the future. Mike Broder, il est un consommateur de microdoses de champignons magiques. Il a fait partie de ces quelques personnes à qui tu t'es adressé pour comprendre un peu le commerce et son fonctionnement. Alors lui, à tous les matins, du lundi au vendredi, Axel, il prend sa microdose avec son café, disait-il dans l'extrait. Ça lui donne de l'énergie, ça l'aide à se concentrer, à résoudre des problèmes, ça le rend plus optimiste pour l'avenir, disait-il. C'est un ancien joueur de hockey professionnel, ce Mike Broder. Alors, il répond un petit peu à ma prochaine question. Dans quel objectif les gens que tu as rencontrés prennent des microdoses de champignons magiques? Oui, alors pendant mon enquête, j'ai parlé, comme tu l'as dit, à des consommateurs, des vendeurs et des scientifiques. Tous me parlent des bienfaits pour soigner le mal de tête, l'anxiété, le stress, la fatigue, l'envie de sociabiliser un peu plus, ce qui peut être utile éventuellement en pleine pandémie, ou alors aussi l'envie d'être plus à l'aise en société et aussi le fait d'augmenter sa créativité. Alors Mike Broder, comme tu l'as dit, c'est un ancien joueur de hockey. Je l'ai rencontré à Calgary. C'est sa ville natale où il a commencé sa carrière professionnelle dans le hockey comme gardien de but. Mais attention, en 2010, tout change. Sa vie est chamboulée. Il a un accident sur la glace, une commotion cérébrale qui met fin à sa carrière alors qu'il était un peu considéré comme une étoile montante de la Ligue nationale. Il venait de commencer de jouer pour les Sénateurs d'Ottawa. 4 ans après sa commotion cérébrale, il dit il se sentait toujours au fond du trou, malgré les antidouleurs, malgré les antidépresseurs qu'il prenait. Il se disait à l'époque déprimé, il disait qu'il n'avait plus le goût de vivre. Et puis, Mike Broder découvre le microdosage de psilocybine sur Internet. Et maintenant, comme tu l'as dit, cette pratique, c'est sa routine matinale. Incroyable. Et là, on comprend bien que ce sont des microdoses, des capsules de quoi, de 100 à 300 mg. C'est environ 1/10 d'une dose normale de champignons magiques. Mais parlons de l'effet que ça procure dans de telles proportions quand ce sont des microdoses. Ce sont des micro-effets. Comment les décrire? Oui, alors ce que les consommateurs me disent, c'est que on le prend par exemple le matin, effectivement, avec son bol de céréales ou peu importe, et on sent au bout de 30 minutes qu'il se passe quelque chose un petit peu. On sent des petits frissons, surtout si c'est la toute première fois que vous en prenez. Et puis, au bout d'une semaine ou 2 semaines, on ne sent plus rien. C'est comme si on prenait une vitamine C ou de la vitamine D. Je pense qu'on ne ressent pas grand-chose quand on en prend, mais on s'habitue très rapidement. Et puis après, ça devient comme un petit complément alimentaire qu'on prend. Comme tu l'as dit, Alexis, il faut bien comprendre qu'avec du microdosage, on ne voit pas des éléphants roses, on n'a pas de grosses hallucinations. Ces capsules, en fait, contiennent entre 100 et 300 mg de champignons magiques en poudre. Il faut une dose 10 fois plus grande pour provoquer des hallucinations. Les capsules contiennent une toute petite quantité de psilocybine, qui est la substance active psychédélique, et les vendeurs ajoutent souvent quelques milligrammes de gingembre broyé ou plus fréquemment de crinière de lion, qui est un champignon dit médicinal qu'on peut même trouver légalement sur Internet ou en magasin spécialisé. Et il y a aussi des gens qui font du microdosage de LSD ou d'acide, qui est un autre psychédélique, oui. Mais je me suis intéressé plus particulièrement aux champignons magiques parce que les consommateurs et les chercheurs me disaient que c'était quand même plus rare de faire du microdosage de LSD. Alors, les raisons
Pour ça, c'est que ce serait plus compliqué à trouver. Ça ferait un petit peu plus peur qu'un champignon magique qui est peut-être vu plus naturel, vu que ça pousse comme une fleur, par exemple. Et les vendeurs m'ont dit aussi que c'était plus facile de se lancer dans le commerce de microdosage de champignons magiques parce que c'est plus facile de faire pousser des champignons magiques. Faire du LSD, ça demande des bonnes notions de chimie et ça demande du matériel qui est plus développé, plus cher. Oui, plus coûteux, nécessairement plus d'infrastructures également. Alors, si les gens se tournent, Axel, vers les champignons magiques, en quelque part, c'est parce qu'ils sont insatisfaits par les produits légaux qui existent sur le marché pour régler leurs problèmes. Oui, effectivement, et on l'a entendu avec Mike Broder. Il a essayé des médicaments légaux, antidépresseurs, etc. Et ça ne fonctionnait pas. Au bout de 4 ans, quand même, il a voulu trouver une autre solution. Et c'est ce qui intéresse les chercheurs à qui j'ai parlé. Il y a par exemple Norman Farb, qui est professeur agrégé de psychologie à l'Université de Toronto. Lui, il pense que ce serait révolutionnaire de trouver une nouvelle catégorie de médicaments qui aiderait les personnes sur qui les antidépresseurs ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, il est assez content de ce qui va se passer en 2022 cette année parce qu'il a reçu l'accord de Santé Canada il y a quelques mois, en décembre, pour faire la première étude clinique universitaire au Canada pour étudier les effets du microdosage de psilocybine sur les gens souffrant de troubles dépressifs persistants. Et voilà, donc pendant plusieurs semaines, ils vont suivre près de 100 participants pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de nouveautés ou d'avancées majeures dans les 20-30 dernières années dans le traitement de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des problèmes de santé qui ne sont pas résolus par les traitements actuels. Les gens sont à la recherche de différentes façons d'essayer d'avoir des médicaments ou avoir des approches qui sont efficaces. Claude Rouillard, neuropsychopharmacologue, professeur associé retraité, affilié à l'Université Laval. Et on l'entendait très clairement dans ses propos, Axel. Il évoquait ce surplace qui a prévalu longtemps dans le domaine de la recherche médicale en santé mentale. On sent cette soif de nouveaux traitements, de traitements innovants. Et justement, que disent les études scientifiques à ce stade-ci sur le microdosage, par exemple, de substances comme les champignons magiques? Est-ce qu'il y a des études scientifiques reconnues, validées, qui nous éclairent là-dessus? Alors, oui et non. Disons qu'il y a des études qui sont prometteuses, mais si on rentre dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué, c'est moins clair. Les chercheurs à qui j'ai parlé me disent que oui, les effets négatifs sont rares, que oui, les surdoses sont quasi impossibles avec le microdosage. Mais la vraie question, Alexis, c'est est-ce que les bienfaits, eux, sont réels? Sur les boutiques en ligne qui vendent du microdosage aux Canadiens, on peut lire que tous les bienfaits du microdosage sont prouvés par la science, etc. Or, quand je parle aux auteurs de ces études internationales qui sont parmi les plus sérieuses sur le sujet, c'est beaucoup moins catégorique. Alors oui, les études réalisées sont encourageantes, mais en fait, le problème, c'est qu'elles ne sont pas faites dans les meilleures conditions. Et ça, monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas peut-être voir la différence, mais les scientifiques et les auteurs des études à qui j'ai parlé, eux, le voient. Elles ne sont pas faites avec la plus grande des rigueurs scientifiques, pouvant prouver que oui, c'est une alternative sérieuse pour les gens. Pour faire simple, les études réalisées jusqu'à aujourd'hui ne sont pas faites avec assez de participants et ne sont pas faites sur une période assez longue. Alors, vous avez entendu Claude Rouillard qui me dit effectivement que les études cliniques doivent être faites sur des milliers de personnes. Au final, un peu comme quand on fait des études sur des médicaments, il y a stade 1, stade 2, stade 3. Eh bien là, le stade 3, par exemple, me dit-il, ce serait donc à faire sur des milliers de personnes et pas seulement sur 40 ou 200, ce qui est pour l'instant le cas quand on analyse les études qui sont déjà faites. Et il faudrait que si ces participants soient de différents âges, de différents sexes, de différents pays, qui ne soient pas seulement des gens qui sont déjà des convaincus que le microdosage c'est utile, ou alors, et parce que ça c'est le cas aussi dans les études qu'on voit, ou alors que ce soit aussi des gens qui ne sont pas seulement des gens en bonne santé mentale.
Dernier point, il faudrait qu'il y ait aussi des études qui soient faites, des études à double insu. Alors, c'est-à-dire que les participants ne savent pas ce qu'ils prennent et les chercheurs ne savent pas non plus ce que les participants ont pris pour que tout le monde soit neutre, qu'il n'y ait pas d'attente. Et si ces recherches sont faites sur plusieurs mois, là, Alexis, on pourra déterminer si l'effet de la psilocybine en microdosage est plus fort que l'effet placebo. Justement, Axel, l'effet placebo, parlons-en. Le simple fait que toi et moi, on en parle, qu'on en fasse un balado, est-ce que ça participe à tout un phénomène qui génère un effet placebo? Oui, les chercheurs à qui j'ai parlé me disent que ça, c'est vraiment important de l'étudier, cet effet placebo, parce que effectivement, il y a cette tendance, il y a des articles sur Internet, les médias, les gens s'en parlent entre eux. Alors, du coup, le microdosage, ça peut créer des attentes, ça peut créer des espoirs sur les bienfaits, ces bienfaits, chez les consommateurs, mais aussi chez les participants aux études cliniques. C'est pour ça qu'il faut faire des études cliniques qui sont vraiment solides et qui sont à double insu et qui sont vraiment encadrées par des chercheurs qui connaissent leur affaire. Alors Axel, jusqu'à présent, c'est principalement attardé aux acheteurs, à ceux à qui tu as parlé à tout le moins. Attardons-nous maintenant aux vendeurs. Tu as discuté avec certains d'entre eux. Ils ont choisi de le faire pour des raisons évidentes sous le couvert de l'anonymat. Dis-nous, comment ils s'organisent, ces gens-là? Comment ils structurent un peu leur commerce qui est illégal, je le rappelle? J'ai parlé à 4 vendeurs qui, donc, comme tu l'as dit, veulent rester anonymes. Ils s'organisent souvent en groupe, mais il y en a certains qui sont juste tout seuls et qui se sont lancés là-dedans pour diverses raisons. Ce que j'ai pu observer, c'est que c'est des gens qui sont quand même assez jeunes, la vingtaine, la trentaine. Ils sont majoritairement basés dans la région de Vancouver. Ils n'opèrent que pour le Canada. Ils ont peur de la justice américaine, donc n'envoient pas leurs produits aux États-Unis. Beaucoup ont travaillé dans le secteur du cannabis quand c'était illégal. Ils se sont mis doucement aux champignons magiques. Certains produisent eux-mêmes leurs champignons magiques. D'autres en achètent directement à des gens qui sont experts et qu'ils appellent des collectifs qui eux-mêmes font pousser des champignons magiques en entier. Et après, là, les vendeurs les broient et les font rentrer dans des petites capsules. Il y en a beaucoup quand même qui sont des convaincus du microdosage. Ils sont là aussi parce que ils y croient en leurs produits. Et il y en a certains, une minorité, je dirais, à qui j'ai parlé, qui eux profitent de cette tendance pour juste faire de l'argent. It's more of a business decision to do mushrooms. You get on the trend before everyone else is on the trend. Sales on the site, it is quite lucrative. Mine's relatively new in the space, but total revenue per month it does around 40 to 50,000. Wow. De 40 à 50 000 $ par mois, ce témoignage en dit long sur cette tendance que tu décrivais, Axel, de ceux qui se lancent là-dedans tout simplement pour faire de l'argent. C'était une décision d'affaires, disait Trevor, un vendeur à qui tu as parlé, lui qui voulait se positionner avant que la mode ne se répande. Alors, est-ce que tous les vendeurs à qui tu as parlé font autant d'argent que Trevor, Axel? Non, alors j'ai parlé aussi à un vendeur qui essaye de percer, mais c'est pas facile parce qu'il y a de la concurrence. Il y a depuis 2 ans, tout s'accélère dans ce milieu. Il y a de plus en plus de boutiques qui voient le jour. Les ventes augmentent, mais aussi la concurrence. Et au point que certains me disaient que oui, ils avaient vu qu'il y avait il y avait des prix qui commençaient à baisser sur certains chez leurs concurrents. Et pourquoi? C'est tout simplement pour essayer d'attirer le consommateur qui va aussi être touché ou intéressé à trouver le produit qui est le moins cher. Trevor, lui, il est tout seul dans ce business-là et il fait quand même beaucoup d'argent, me dit-il. Il est surtout expert sur Internet. Il me disait qu'il avait fait des études là-dedans et du coup, il se spécialise dans les moteurs de recherche, dans le référencement de son site Internet parce que c'est comme ça pour lui qu'il va pouvoir un peu sortir son épingle du jeu.
Oui, lui qui dit ne pas consommer ces champignons magiques qu'il vend. Maintenant, est-ce qu'ils se considèrent, ces gens, comme étant des trafiquants de drogue? Jusqu'à quel point ils sont conscients du système auquel ils participent? Alors ça, effectivement, ça m'a intrigué, ça m'a intéressé et je leur ai posé la question et leur réponse était assez étonnante. Non, ils ne se considèrent pas comme des trafiquants de drogue. J'ai une vendeuse qui m'a ri au nez quand je lui ai posé la question. Un vendeur, Trevor, au final, me disait que la plupart des gens du milieu ne sont pas des gangsters, ne sont pas des bandits, que c'était un cliché. C'est pour ça qu'il m'en a parlé d'ailleurs. Et il me disait qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient des champignons magiques, qui étaient des jeunes éduqués, diplômés, qui sortaient d'université comme lui d'ailleurs. Mais en bout de ligne, ne l'oublions pas, jusqu'à maintenant, c'est un produit illégal. Pas de doute là-dessus. Comment les autorités policières traitent ce commerce ou comment elles interviennent si elles le font pour l'endiguer? Alors c'est difficile à dire parce que la police, la GRC m'a pas vraiment répondu sur cette question. Ils étaient assez évasifs. Le gouvernement de la Colombie-Britannique qui est quand même directement concerné parce que la plupart des sites de production et des boutiques en ligne sont basés ou opérés avec des gens qui vivent en Colombie-Britannique. Le gouvernement me renvoie à la police, donc c'est un peu compliqué, mais la police me rappelle tout simplement que c'est illégal et que les vendeurs risquent jusqu'à 3 ans de prison. Quand on regarde les saisies qu'on peut trouver sur Internet de la part de la GRC, il n'y a pas beaucoup de saisies de champignons magiques ou de microdosage. Ça reste quand même marginal, je pense. Mais dans les faits, surtout ce qui est intéressant, c'est que quand on parle aux vendeurs, eux, ils ne sont pas inquiets. Ils ne se disent pas trafiquants de drogue, comme on l'a dit tout à l'heure, et ils estiment que la police a d'autres priorités. Que la police a d'autres choses à faire, surtout dans la région de Vancouver. Comme on le sait, il y a une crise des opioïdes là-bas et voilà, ils se sentent peu inquiétés par les autorités. Axel, très intéressant d'explorer avec toi cet univers, disons-le, parallèle. J'invite tout le monde qui nous écoute à lire ton dossier là-dessus sur le site web de radiocanada.ca, section Alberta. Tu nous parlais depuis Calgary. Et je te dis à une prochaine. Merci beaucoup, Axel. Merci, Alexis. À bientôt. Allez, au revoir. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui de Ça s'explique. Alors n'hésitez pas à nous écrire, je vous le rappelle, c'est important, on adore vous lire. Ça s'explique à commercial-radio-canada.ca. Cet épisode a été réalisé par Mireille Lavoie, à la recherche Mustapha Merouani. Quant à moi, je m'appelle Alexis Delancer et on se dit à bientôt. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.